Bonsoir et bienvenue sur 3 Télé Sud. Avant de commencer cette émission, j'aimerais d'abord vous souhaiter les meilleurs vœux pour tous les téléspectateurs de cette émission et ceux justement qui nous ont écrit à travers le monde justement de l'importance que vous donnez à notre émission. Évidemment, nous revenons ce soir justement pour vous présenter un dossier qui est en rapport avec les martyrs africains. Ça, c'est le sujet que nous allons débattre ce soir. Mais avant de commencer ce sujet, j'aimerais d'abord vous montrer cet élément pour que nous puissions rentrer tous dans le bain. Les martyrs africains sera donc le thème de cette émission et nous allons justement nous attarder sur un cas précis qui concerne donc monsieur Patrice Emery Lumumba, cet homme qui était assassiné de manière atroce au Congo démocratique, que l'on appelle aujourd'hui Congo démocratique bien sûr, mais qui à l'époque le pays s'appelait le Congo Léopoldville. Cet homme justement a milité justement pour libérer son pays et accorder justement l'indépendance de ce pays. Ici sur le plateau, nous avons des invités lumumbistes justement qui sont avec moi, qui vont essayer justement d'apporter une autre vision sur Patrice Emery Lumumba depuis son assassinat. Nous allons justement parler de Patrice Lumumba, messieurs, et j'aimerais avec vous que le débat soit constructif pour aider nos téléspectateurs justement à bien comprendre qui était cet homme. Ainsi donc, pour animer cette émission, j'ai sur le plateau de 3 Télé Sud M. Jean-Pierre Lucasende, qui est le défenseur de la pensée politique de Patrice Emery Lumumba. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, également, j'ai M. Jean-Pierre Yomo. Vous aussi, vous êtes théologien, protestant, justement, oui. Et vous êtes aussi lumumbiste. Absolument. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. À ma gauche, il y a monsieur Ellie Smith, oui. Journaliste à 3 Télé Sud, que les téléspectateurs connaissent, et qui est lui aussi africain, ouais. Qui va apporter sa vision sur Patrice Lumumba, quoique n'étant pas congolais. Okay. Mais évidemment, l'histoire de l'Afrique, vous la connaissez très bien. Oh oui, je me débrouille pour... Eh bien voilà, il y a M. Ndiakani qui est venu de Bruxelles, qui est avocat au barreau de Bruxelles. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Eh bien voilà, nous allons donc commencer ce débat avec vous, messieurs, pour l'intérêt de tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, pour essayer justement de comprendre qui était Patrice Emery Lumumba. Messieurs, je vais commencer par vous, M. Kassende. Brièvement, qui était Patrice Emery Lumumba? Patrice Emery Lumumba, politiquement, comme disait Jean-Paul Sartre, c'est le martyr du panafricanisme. Martyr du panafricanisme. Panafricanisme. Oui, soyez un peu plus explicite. Hein. Il est aussi connu en tant que héros et père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. En bref, Patrice Lumumba, c'est cet homme, ce jeune homme de 35 ans que le monde découvre le 30 juin 1960 en train de répondre à un grand roi, hein, le roi belge, par son discours. Et surtout, l'assassinat de Patrice Emery Lumumba a fait la une presque à l'époque de toute la presse, tant nationale qu'internationale. Et je crois que qui était Lumumba, nous allons le découvrir tout à l'heure. Alors, M. Jean-Pierre Yomo, brièvement comme ça pour commencer l'émission, essayez de nous décortiquer quelques aspects de Patrice Emery Lumumba qui vous sont restés vraiment en mémoire. Oui, pour moi, Lumumba, c'est un témoin. Et être témoin, c'est témoigner de quelque chose. Et tout au long de sa vie, je pense qu'il nous a montré qu'il a travaillé pour la recherche de deux exigences, à savoir l'exigence de la justice
et l'exigence de la paix. Alors c'est ces deux perspectives qu'il nous a montrées tout au long de sa vie et que nous pouvons développer tout au long de cette soirée. Voilà, Monsieur Lee Smith, Oui. avez-vous appris l'histoire de Patrice Lumumba chez vous au Cameroun? Oui, au Cameroun, oui, on a appris parce que je crois que tous les Africains ont appris l'histoire de Patrice Emery Lumumba. Bon, moi, je ne suis pas panafricaniste, mais ça me fait beaucoup plaisir que l'histoire d'un homme comme Lumumba soit connue, parce que ce que nous on a en Afrique, toute la jeunesse africaine aujourd'hui, ou les Africains plus âgés, on n'a plus de role models. Tous nos leaders sont souvent présentés comme des dictateurs, détruits, tout. Donc c'est bien qu'on parle et on voit le rôle que Emery Lumumba a fait pour le Congo, que malheureusement aujourd'hui on n'a plus ce genre de personnes. Donc c'est important de parler d'un grand homme comme Patrice Emery Lumumba. Voilà, un grand homme donc. Très grand homme. Merci. Alors, Jean-Claude Jancani, vous, avocat, monsieur, alors, Patrice Lumumba, ça vous revient en tête? Oui. Patrice Lumumba, pour moi, est un homme, c'est un modèle. C'est un modèle politique qui a eu comme exigence, en complétant l'intervenant qui venait d'évoquer un certain nombre de critères, l'exigence de justice, l'exigence de paix, mais aussi et surtout l'exigence de liberté. Et ceci a fait que, après plusieurs décennies d'oppression et de colonialisme, il s'est battu pour que les hommes soient considérés tous égaux, pour que le peuple congolais soit libéré. C'est donc un modèle de liberté. Voilà, un modèle de liberté. L'Afrique a justement connu beaucoup de modèles de liberté aussi, dans les années 60 et 80 aussi, que nous allons découvrir au courant de cette émission. Mais déjà, pour permettre aux téléspectateurs de parvenir à participer à cette émission, je rappelle qu'il y a un numéro auquel vous pouvez appeler justement directement pour participer à cette émission et poser des questions justement à nos invités qui sont avec moi sur le plateau. Il s'agit du numéro 01 45 55 76 87 si vous êtes dans la région parisienne, et si vous êtes à l'étranger, vous pouvez nous appeler au 00 donc 33 1 45 55 76 87. Je vais demander justement maintenant, pour nous permettre donc de découvrir comment cet homme a été assassiné, je vais demander à tout le monde de regarder cet élément qui passe maintenant. Patrice Lumumba est placé en résidence surveillée. Quel jeu joue monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Arrêté par Mobutu après une évasion manquée, Lumumba est incarcéré avec la bénédiction des ambassades belges et américaines. L'ombre a fini par manger sa proie. Mobutu s'est définitivement débarrassé de Lumumba. Le 17 janvier 1961, le colis, surnom de code donné aux prisonniers, est expédié dans la province du Katanga. Au cours de ce voyage, Lumumba et ses compagnons seront victimes de cruels sévices. L'ombre a fini par manger sa proie, dit-on.
Et M. Jean-Paul Kassende, quand vous regardez ces images, vous dites Patrice Emery Lumumba a été victime de la traîtrise de son propre peuple. Votre réaction? Effectivement, je commencerai d'abord par faire rappeler aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent que c'est demain, 17 janvier 2009, que jour pour jour, il y aura le 48e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et les images que nous avons pu voir ont démontré qu'effectivement, et ceci malgré le 5 février 2002, la commission parlementaire qui a pu siéger pour établir la responsabilité de la Belgique pour l'assassinat de Lumumba. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment les Congolais ont pu se permettre un tel crime. On ne pourrait pas parler de la date du 17 janvier sans pour autant revenir un peu en arrière pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé effectivement. En résumé, tout part de l'exposition universelle de 1958, où quelques intellectuels congolais sont invités à l'exposition universelle de Bruxelles. C'est là que Patrice Lumumba et tant d'autres Congolais ont fait partie. Arrivé là-bas, il s'avère qu'en 1957, il s'avère qu'en 1957, le Ghana accède, je crois, à son indépendance, je crois que c'est 56 plutôt. Et c'est là qu'un Belge, Jean Van Liert, que j'ai rencontré il y a 4 ans, je crois que j'étais avec M. Yomo, en 2005, il va dire à Patrice Lumumba d'assister à la conférence panafricaine organisée par le Ghana. C'est comme ça que Lumumba rentre à Leopoldville et il se permet, avec un groupe d'amis, bien sûr, de créer un mouvement qui s'appelle Mouvement National Congolais, créé le 10 octobre 1958 avec Diomi, Gaston, Ngouvoulou, Iléo et tant d'autres. À cette conférence panafricaine, Patrice Emery Lumumba amène avec lui Diomi et Ngaloula. Donc en ce retour, il est tout à fait normal que Patrice Emery Lumumba se permette de faire part aux Congolais de cette situation panafricaine qui s'est passée à Accra. Il s'avère qu'à Leopoldville, Lumumba, qui n'était pas natif de Leopoldville, avait connu beaucoup de problèmes. Avec la BACO, avec le PNP, et bien avant, parce que nous parlons de l'assassinat de Lumumba, Lumumba, quand il fait part aux Congolais de l'époque, à Leopoldville, il va se passer quelque chose. C'est que Diomi, qui était de la BACO, a reçu un ordre de Kassavubu, qui était de la BACO, sachant qu'à l'époque, donc là, vous êtes en train de nous démontrer les traîtres qui ont pu contribuer. Effectivement, parce que l'assassinat de Lumumba, c'est ça, nous avons 1h30. De qu'est-ce qui se passe? Kassavubu fait part à Diomi que vous ne pouvez pas. Parce que quand Lumumba fait son meeting, qui est l'interprète à Lingala et à Kikongo, c'est Diomi. Diomi Gaston. Il s'avère que, à l'époque, la BACO, qui n'est autre que l'alliance de Bakongo, qui en 1956 avait demandé que l'indépendance du peuple Congo de la République démocratique du Congo se connaisse de tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Lumumba, quand il fait son meeting, on reproche à Diomi d'avoir laissé Patrice Lumumba se permettre sur le territoire de Leopoldville dont il n'était pas natif, c'est discours. Donc, il n'était pas accepté. Il n'était pas accepté. Dans Kinshasa. Dans Kinshasa. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Diomi va se permettre, lui, le 4 janvier 1959, d'emboîter le pas de Lumumba, mais sans autorisation des autorités coloniales belges. C'est-à-dire en faisant quoi? En emboîtant le pas? C'est-à-dire qu'en se permettant, lui aussi, de tenir un meeting pour pouvoir montrer peut-être la popularité de Lumumba. Pour eux, malheureusement, la manifestation n'a pas été autorisée. C'est comme ça que les forces coloniales belges de l'époque tirent sur les manifestants et fait
des morts. Là, vous faites allusion à la manifestation du 28 décembre. Du 4 janvier. Non, du 4 janvier 59. Okay, c'est important, voilà. Parce que là, nous allons parler de l'assassinat de Lumumba. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que le peuple congolais, il faut que les Africains sachent que cette manifestation, si réellement c'est organisée par la BACO, Kasavubu n'avait pas pris part. Ni des intellectuels de l'époque de la BACO. Non. Après, on a arrêté Kasavubu et c'est Lumumba même qui avait demandé sa libération. Entre-temps, Léopoldville n'étant pas le fief de Lumumba, Lumumba va à Kisangani. En octobre. La province orientale. Orientale, c'est son fief. Oui. Et là, Lumumba va se permettre le même meeting comme il a fait à Kinshasa. À Kinshasa. Mais à quelle date? Lumumba l'a fait le 28 décembre 58. 58. Oui. Le 28 décembre 58, Lumumba tient le meeting. Nous sommes le 28 décembre, donc le 4 janvier, soit une semaine après, la BACO va déstabiliser Lumumba. Mais il va se passer qu'en octobre, Lumumba est arrêté. Lumumba est arrêté et on conduit Lumumba à la prison centrale de Buluo. Là, il y a un champ libre à des partis politiques tels que le PNP, Parti national progressiste, dirigé à l'époque par Jean Bolikango. Il y a les Konakat. Mais il va se passer encore autre chose, c'est que la Belgique a eu connaissance des événements du 4 janvier. Le roi Baudouin s'est rendu en 1959 aussi. C'est que les gens ne savent pas à Kisangani. Et là, les Congolais pensaient que le roi Baudouin venait pour libérer Patrice Emery Lumumba. À leur grande surprise, le roi Baudouin rentre en Belgique. Et là, le roi Baudouin décide alors de pouvoir réunir tous les politiciens congolais à une conférence de table ronde. Ils sont partis, les Kasavubu, le Bolikango, les Ilio et autres. Cette conférence a commencé en janvier. Il va se passer aussi toujours quelque chose, c'est l'absence de Patrice Emery Lumumba. Donc, la conférence a posé des problèmes. Les Lumumbistes ont demandé la présence de Patrice Emery Lumumba. C'est comme ça que le roi Baudouin va signer une grâce royale pour libérer Lumumba, pour qu'il participe à la conférence de la table ronde. À Bruxelles. À Bruxelles. Le 25 janvier 1960, Patrice Emery Lumumba arrive à l'aéroport des Anvetem. Qui l'accueille? Victor Ndaka, Albert Kalonji et Jean Van Liert, qui a écrit la pensée politique de Patrice Lumumba. Le 26, il s'est reposé et le 27 janvier 1960, Patrice Emery Lumumba participe pour la première fois à la conférence dite de la table ronde. Mais quand Lumumba arrive à la conférence de la table ronde, le président Kasavubu Joseph n'y était pas. Il était parti. Et c'est Lumumba qui va se permettre de déclarer à ce que le Congo ait son indépendance immédiate. Avec l'appui des autres. Mais justement, ait son indépendance immédiate le 1er juin. D'accord. Là, nous sommes dans l'historique de l'indépendance, mais j'aimerais demander à M. Yomo, je vais revenir à vous, M. Jean-Paul Kasséné. Je vous en prie. On va revenir à cet historique-là qui est très important. Et M. Yomo, est-ce que vous avez un complément d'information par rapport à cette arrestation de Patrice Emery Lumumba au regard des images que nous venons de voir tout à l'heure, qui sont des images justement insupportables? Est-ce que les traîtres qui ont organisé cette arrestation n'ont pas été justement d'abord des Congolais eux-mêmes? Mais est-ce qu'il y avait une possibilité de sauver même Patrice Lumumba? C'est fort possible. Mais en regardant ces images, j'avais dans la tête toutes ces martyrs qu'on peut encore retrouver ici et là dans le monde, mais plus particulièrement un martyr célèbre pour ceux qui, parce que j'interviens un peu aussi en tant que protestant, théologien, et pour ceux qui ont l'habitude de regarder des textes bibliques, par exemple. Il y a un martyr biblique très connu qui s'appelle Étienne, et qu'on retrouve ça dans les livres des Actes des Apôtres. Et cet homme, Étienne, avait été lapidé par la population, alors que cette population recevait d'Étienne que
une bonne nouvelle, une parole de libération, une parole d'amour. Et en voyant à travers nos images cet homme qui était lié, maltraité effectivement par les Congolais eux-mêmes, nous entendions de la bouche même de Lumumba cette parole. Il dit, mais en l'occurrence, il s'adressait aux journalistes qui lui posaient la question par rapport à Mobutu. Ouais. Il lui disait, mais il le laisse avec sa conscience. Ce qui me frappe particulièrement, c'est de voir le sang-froid de cet homme qui, dans son attitude, bien que voyant la méchanceté s'exercer contre sa personne, fait preuve du respect de l'autre, fait preuve d'amour même de son prochain, et il est constamment, comme je disais dans l'introduction, dans la recherche de recoller les brèches, de remettre là où il y a la division, remettre un peu l'unité, de recoller les choses. Et je crois que même au regard de ceux qui l'entraînaient dans ce chemin que je dirais, on pourrait appeler chemin de la croix, mais chemin de la mort. Et il avait ce regard de tendresse. Voilà. Mais je crois que c'est donc il avait ce regard de tendresse, c'est quoi que voyant la mort approcher. Oui. Et donc constant aussi par rapport à sa politique qu'il revendiquait pour la libération de son pays. La libération de son Alors nous allons parler maintenant avec M. Njokani qui est sur le plateau avec nous, messieurs. Est-ce que vous, par rapport aux traîtres, avez-vous une approche à faire là-dessus? Parce que Lumumba, quand même, était entouré de ses compatriotes, mais qui, à un moment donné, a été lâché par les siens. Quelle est votre réaction à ça? Oui, je reviendrai un peu à l'analyse qui a été faite tout à l'heure par M. Kassende, pour finalement dire que toutes les difficultés qui ont été rencontrées avant l'assassinat trouve leur apogée à partir du 30 juin. C'est véritablement à partir de ce moment-là que l'arrêt de mort de Patrice est signé. Ok, maître, je vais revenir à vous parce qu'on me signale qu'il y a un intervenant justement qui est en ligne depuis un certain temps. Je vais prendre donc l'intervenant qui est en ligne. Il s'agit de Nathalie qui nous appelle de Paris. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie, vous êtes sur le plateau de 3A Télé Sud. Voilà, nous avons perdu Nathalie. Maître, vous pouvez continuer votre idée. Oui, et donc je disais, malgré les différentes difficultés que le Lumumba a rencontrées, on a organisé les élections. Les élections ont été organisées et malgré tout, il les a gagnées. Sa coalition a gagné les élections législatives qui ont été organisées, je crois, le 19 mai, si mes souvenirs sont encore bons. Et lorsque Lumumba gagne les élections, il lui revient, évidemment, de former le gouvernement. Mais avant cela, il y a déjà la rédaction de la Constitution qui, manifestement, faisait croire que le Premier ministre avait les pouvoirs effectifs pour pouvoir diriger le pays. Et donc, Patrice a estimé nécessaire de pouvoir former le gouvernement en étant Premier ministre. Mais au-delà de ces questions institutionnelles qui peuvent être un peu plus techniques, il faut tenir compte de la date du 30 juin. C'est-à-dire que le discours de Patrice Emery Lumumba, le jour de l'indépendance, non seulement énerve le roi de Belge, le roi Baudouin, mais aussi ses bouffons. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, les choses deviennent très compliquées. Et il faut remarquer que 4 jours après l'indépendance, il y a une mutinerie. C'est-à-dire que c'est véritablement dans le... Nous allons revenir à la mutinerie, maître, parce qu'il y a un correspondant qui nous appelle d'Italie. Et bonsoir, messieurs. Allô. Bonsoir, messieurs. Vous êtes sur le plateau de 3A Télé Sud et nous vous écoutons. Allô, bonsoir.
Bonsoir, messieurs. Essayez de diminuer le son de votre téléviseur pour que nous puissions avoir le son correct à la télé. Sur le plateau. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis Hugues Vinapan, j'appelle de l'Italie. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, monsieur. Posez votre question. Oui, déjà bonne année. Oui, merci beaucoup. En particulier à monsieur Lee Smith. Bonsoir, Hugues. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je vous remercie pour ce débat, parce que c'est un débat qui rehausse l'image de l'Afrique, et surtout l'image de notre cher bien-aimé Patrice Lumumba. Je voudrais avoir un peu plus de précision sur le complot de l'assassinat de Patrice Lumumba, parce que j'avais suivi un documentaire intitulé Mobutu, roi du Zaïre, et puis il y avait certains points qui étaient un peu flous sur le complot. Je voudrais avoir un peu plus de précision là-dessus. Merci, monsieur. Nous avons justement des invités qui sont bien outillés ici, qui vont vous apporter des informations. Mais maître qui était en train justement de parler ici sur le problème lié à l'assassinat justement et au problème des élections, vous allez enchaîner justement pour aider notre intervenant sur cette question. Il voudra avoir un peu plus d'informations sur le complot. Mais continuez d'abord votre fil d'idée. Oui, et donc je disais, après les élections, il forme le gouvernement, il est le Premier ministre. Et donc, il doit pouvoir diriger ce pays. Mais seulement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 4 jours plus tard, il y a les militaires qui se rebellent, qui se révoltent. 4 jours seulement. Après ces 4 jours, quel est le motif de la Belgique pour intervenir au Congo? C'est qu'il y a des viols de femmes blanches. On viole les femmes blanches, donc, qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre de l'époque, Gaston Esquens, avec son ministre de la Défense, je crois que c'était M. Arthur Gilson, et le ministre des Affaires étrangères tiennent une réunion du 9 au 10 pour décider de l'intervention militaire au Congo. Donc, en vue de sauver justement les blanches qui sont violées par... qui auraient été... qu'on était en train de violer. C'est ça. Donc, voilà le motif de l'envoi de l'intervention belge au Congo. Et non pas pour sauver le Congo qui venait d'accéder à l'indépendance. Non pas pour, par exemple, essayer de calmer les militaires que eux dirigeaient 4 jours avant. Parce que 4 jours avant, le Congo n'était pas encore indépendant. Et 4 jours plus tard, le Congo est indépendant. C'est-à-dire que Patrice Emery Lumumba n'avait même pas pris le temps d'occuper son bureau. Qu'il y a cette mutinerie qui est d'ailleurs provoquée de manière assez scandaleuse. Alors, 4 jours après la mutinerie, c'est le Premier ministre des Belges qui décide d'une intervention au Congo. Et cette intervention, effectivement, prend la forme d'une occupation et même d'une agression. Ce qui donnera à Lumumba l'attitude de pouvoir rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique. Il faut savoir que là, on est encore à moins de 2 semaines de l'indépendance. Voilà l'un des motifs. C'est-à-dire que pour chercher trouver les membres de ce complot, c'est pas seulement les Congolais. Évidemment, les Congolais ont été manipulés parce qu'ils avaient effectivement envie de remplacer Patrice, mais le complot venait d'ailleurs. Il venait d'ailleurs, il y a des commanditaires de ce complot, et d'ailleurs l'enquête à laquelle faisait référence tout à l'heure Jean-Pierre Kassende démontre suffisamment les différentes interférences internationales dans l'assassinat de Lumumba. Mais nous pourrions effectivement aborder... On n'en finira jamais avec le dossier Patrice Emery Lumumba. Elie Smith, votre commentaire. Oui, moi je crois que c'est l'histoire dans tout pays, dans tout un continent, on a toujours ce genre d'histoire. Et ce qui me fait plaisir est qu'on a le temps de plancher dessus aujourd'hui et que la jeunesse africaine ait des role models, comme je dis aujourd'hui, parce que nous, on a marre que chaque fois aujourd'hui, on a des role models qui ne sont pas africains. Et on oublie souvent ce qu'il faut qu'on apprenne nos histoires, comme cet ami et frère qui a appelé de l'Italie tout à l'heure, ils veulent savoir. Ça, c'est quelque chose de bien, parce que beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas. Parce que les médias occidentaux et les occidentaux, et quelques Africains eux-mêmes,
passe le temps à dire oui, Patrice Emery Lumumba n'était pas ceci, n'était pas cela. Lui, il était courageux. Regarde son âge, tout ce qu'il a fait, c'est quelque chose de remarquable. On a beaucoup de leaders qui ont fait ça. Les Sassou, les Bongo, les Sankara, les Ahmed Sékou Touré. C'est des gens extraordinaires. Comme je dis toujours, si vous avez un enfant ou dans une famille, on doit être capable d'accepter les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc c'est important ce débat et ça va beaucoup aider les Africains à apprendre l'histoire d'un monsieur, un grand homme comme Patrice Emery Lumumba. Voilà, donc nous allons justement demander à tous les téléspectateurs qui nous regardent à cet instant que le numéro est ouvert. Il s'agit du 01 45 55 76 87. Donc vous pouvez nous appeler pour intervenir en direct à cette émission. Ainsi donc, je vais justement demander à M. Jean-Paul Kassembe de réagir à cette question qui est posée à partir de l'Italie. Quelles sont des informations que vous pouvez apporter à notre intervenant et aider tout le monde à comprendre justement le complot, comment il s'était vraiment organisé pour l'arrestation de Patrice Emery Lumumba? Le complot venait d'où? Bon, le plus grand complot de Patrice Emery Lumumba, c'est d'abord les richesses congolaises. Vous savez, la République démocratique du Congo, comme les géologues, les experts le disent, est un scandale géologique. N'oublions pas qu'en République démocratique du Congo, il y avait une grande compagnie minière, ça s'appelait l'Union minière du Katanga, que les gens sachent aujourd'hui, et jusque même ces jours, que les Katanga étaient un poumon économique. Alors quand Patrice Emery Lumumba demande l'indépendance immédiate, le Belge ne s'attendait pas à cette réaction. Je vous dis franchement, 158, qu'on a attendu parler des indépendances, et quand De Gaulle a demandé à des colonies françaises de dire oui ou non, sauf Sékou Touré qui a dit non. Le Belge ne s'attendait pas. Les événements du 4 janvier et les événements de octobre, du 30 octobre 1959, les Belges pensaient plutôt à instaurer le plan de M. Blissen, je crois, qui souhaitait, depuis 1946, qu'on prépare les Congolais à l'indépendance. Seul Patrice Emery Lumumba a fait front à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le problème de l'arrestation de Patrice Emery Lumumba était le seul homme politique qui a nui les intérêts économiques belges. Et cela a surpris la Belgique. Donc, il y avait des plans, 4 plans. Comme disait Maître N'Jakani, une fois la conférence de la table ronde, on décide à ce que le Congo soit indépendant. Donc, le 1er juin, c'est Lumumba qui demande. Il y avait un front commun qui a été créé. La Belgique ne s'attendait pas à ce front commun. Le front commun, c'était quoi? C'est-à-dire, on a dit aux Congolais là-bas, bien sûr, pas d'autres politiciens belges, qui disaient aux Congolais, demandez votre indépendance. Hein? Il faut quand même savoir que c'est à 1885 que le Congo était devenu l'État indépendant du Congo, donc la propriété du roi belge. En 1908, le roi Léopold II va céder la Belgique, si vous voulez, le Congo à la Belgique. Qu'est-ce qui va se passer? Seul Patrice Emery Lumumba souhaitait cette indépendance. Mais les autres partis politiques étaient contre. Donc, il y a maintenant la formation du gouvernement. Patrice Lumumba aurait pu bien être le président de la République du Congo à l'époque. Il ne souhaitait pas. Il a voulu être Premier ministre parce que, dans toute démocratie, c'est le gouvernement qui reconduit la reconstruction du pays. Il y avait 2 candidats à ces postes de la présidence de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu et Jean Bolikango. Comme à l'époque, les partis politiques avaient toujours des appartenances tribales, qui dit Bolikango, dit Lumumba, parce que Bolikango était Mongala, Lumumba, Moutetela, ce sont tous de l'ethnie Mongo. Lumumba avertit Jean Bolikango, il lui dit, attention, Léopoldville est habité par les Bakongo. C'est bien sûr, c'est ça qu'on a vu, la force de Kasavubu, la Bako. Si vous passez président de la République, nous allons perdre la capitale, il y aura des émeutes. C'est une information que je donne à tout le monde. Ce Patrice Emery Lumumba avait voté, avait souhaité que Kasavubu soit président. Tout à fait. Et ça, qu'on le dise ou non. Une fois arrivé le 30 juin, pour ce fameux discours de Lumumba, les fameux discours de Lumumba étaient quoi? Le roi Baudouin a rendu hommage. C'est quand même normal. Il faut que les gens sachent que la République démocratique du Congo, on connaît peut-être que Lumumba, pas peut-être, on connaît Lumumba martyr, mais il y avait un autre martyr que les gens ne connaissent pas, Ngongolo Tété, qui a été pendu à 1893. Tout le monde a appris l'histoire de la révolte des Batété là. Donc, il va se passer. La Belgique
vu cela, ok, mais Lumumba était piégé partout. Il était piégé partout. L'indépendance, c'est le 30 juin. Il va se passer quelque chose de grave et de terrible. Vous vous rendez compte? Quand les Congolais sont partis à la conférence de la table ronde, c'était pourquoi? C'était pour que le Congo soit indépendant. Personne ne s'est opposé à l'indépendance. Tous ont voulu. Mais on piégeait Lumumba. Ils arrivent à Kinshasa le 30 juin, Lumumba prononce son discours où il répond au roi Baudouin parce qu'il n'était pas dans les programmes. Et là, la Belgique va se permettre un plan de déstabilisation du gouvernement, donc Lumumba. 4 points. Le premier point, la déstabilisation du gouvernement Lumumba, la déstabilisation de lui-même Lumumba. Troisième point, les tentatives d'arrestation et arrestation de Lumumba, son transfert et son assassinat. Le 30 juin, le Congo est indépendant. Coup de théâtre. La mutinerie, comme a dit M. Ndiakani, mais ce n'était pas un fait très important. Ce qui était important, c'est la proclamation de l'État indépendant du Katanga le 11 juillet, messieurs. Nous sommes le 30 juin 1960. Le Congo est indépendant. Le 11 juin, Tshombe proclame l'État indépendant du Katanga. Le 11 juillet, donc. Le 11 juillet, 11 jours après l'indépendance. Donc c'est un complot vraiment bien organisé. La Belgique qui a accepté à ce que le Congo soit indépendant, Tshombe était à la conférence de la table ronde. Tout a été fait. C'est Lumumba qui signait l'acte d'indépendance. Comment se fait-il que la Belgique a pu accepter que dans un Congo indépendant, qu'il y ait un autre pays indépendant? Lumumba n'a rien compris. Le 14 juillet, Lumumba et Kasavubu font en sorte d'aller au Katanga pour se poser avec un avion. Tshombe le refuse. Mais vous n'allez pas me dire que du 30 juin au 11 juillet, Tshombe avait une armée pour s'opposer quand même à l'armée nationale congolaise de l'époque, même s'il venait de la France. Non, c'est parce que la Belgique était là. Pourquoi? Tout simplement parce que le roi Baudouin, rancunier qu'il est, il a démontré par le discours de Lumumba. C'est vrai que ce discours de Lumumba était en quelque sorte son arrêt de mort. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais c'est une réponse qu'il donnait quand même Justement, maintenant qu'il va se passer le 11 juillet, personne n'intervient. C'est comme ça que Patrice Emery Lumumba est tombé donc. Non, c'est comme ça que Patrice Lumumba, non violent qu'il était, parce qu'il était l'apôtre de la non-violence. Patrice Lumumba, qui voulait l'unité, parce que n'oublions pas que son parti politique a été le seul parti qui prônait l'unité nationale. Lumumba n'a pas voulu envoyer l'armée au Katanga. Parce qu'il y a l'ONU qui a été créée en 1948. Lumumba va faire appel à l'ONU pour que l'ONU intervienne au Katanga. La première fois, messieurs, qu'un Congolais menacé, au lieu d'engager son armée pour, excusez-moi l'expression, buter cette armée de Tshombe, il refuse. Qui n'avait pas, parce que Lumumba non plus n'avait pas d'armée. Effectivement. Donc, quand l'ONU intervient, Lumumba, disons que la Belgique hésite. Le roi Baudouin, le 28 juillet, va écrire au secrétaire général de l'ONU à l'époque, Dag Hammarskjöld, de ne pas intervenir. Donc, oui, et quand Lumumba dit que, dans ces cas, si vous n'intervenez pas, je fais appel aux Russes, l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Tout est parti de là. Une raison pour Lumumba d'être accusé de communiste, alors qu'il n'a jamais été communiste. C'est comme si à l'époque, la France ou la Belgique, donc les États-Unis d'Amérique, n'avaient pas de relations avec des partis communistes. Même en France, il y avait un parti communiste. Tout est parti de là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de Lumumba? Lumumba, la sécession katangaise, le 11 juillet, le roi Baudouin va dire à Kasavubu de révoquer Lumumba. Le 5 septembre 1960, Lumumba est révoqué. Il est vrai que, selon Maître, comme il a dit, dans la constitution congolaise, il était dit que le président de la République avait le droit de révoquer ses premiers ministres. Non, le premier ministre et les ministres, mais avec l'aval de l'Assemblée. C'est que Kasavubu n'a pas fait. Ce qu'on appelle la loi fondamentale. Voilà, donc c'est que Kasavubu n'a pas fait. Lumumba, à son tour, il va aller à la radio pour dire au peuple que non, Kasavubu s'est permis un coup parce qu'il n'a pas demandé l'avis de l'Assemblée. Effectivement, l'Assemblée avait tranché à faveur de Lumumba. Ce n'était pas suffisant. Le 14 septembre 1960, monsieur, il va se passer quelque chose encore de grave. Le premier coup d'État de Mobutu. Et là, j'en viens, monsieur.
c'est important, si vous m'accordez quelques minutes, je ne mobilise pas. Parce très que important. Il va se passer quelque chose, monsieur de Graaf. Laquelle? Le 14 septembre 1960, après les coups de Joseph Kasavubu de révoquer son président de la République Salava de l'Assemblée, Joseph Désiré Mobutu, avec un groupe, le maréchal. Ça on en parlera. Ouais. Je parle des années. Nous parlons de l'assassinat de Lumumba 61. Nous ne parlons pas de 65. Voilà. Si un jour vous m'invitez, je le dirai. Donc, revenons à nos moutons, le 14 septembre 1960, avec un groupe de Congolais. Je citerai au moins ceux qui vivent et qui aujourd'hui sont au pouvoir. Justin Marie Bomboko, je crois qu'il est sénateur. Mario Cardozo à l'époque, aujourd'hui le Sembe, il est peut-être sénateur aujourd'hui. Boli Kango, Etienne Tshisekedi, qui est un grand parti politique, ils vont se permettre de créer un groupe dit des commissaires généraux. Et ils vont évincer Lumumba pour lui remplacer par Joseph Elio. Nous sommes le 14 septembre. Lumumba est mis en résidence surveillée. Tshisekedi compris donc dans mais cette, tout est compris, messieurs. Je dis tout est compris. Et aujourd'hui, vous savez, quand nous nous trouvons sur les plateaux, je crois que sur ce plateau-là, ce n'est pas nous qui devrions être là. Ce sont ces gens-là, qui sont des sénateurs aujourd'hui, en République du Congo, qui devraient être là, qui devraient répondre aux questions qu'on nous pose. Et je crois que vous ferez ça. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons connaître pourquoi cet homme a été assassiné. Là, nous reviendrons quand vous me le donnez le temps sur ce plateau. Donc, Lumumba est mis en résidence surveillée. À résidence surveillée. Et plus tard. Et vous, plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Malgré l'ONU qui est venu à la demande de Lumumba, les Ghanéens n'obéissent plus aux lois de Lumumba. Comme Nkrumah avait même menacé à l'ONU de retirer ses troupes, il y avait des Suédois et tous ces gens d'Agamaskol, ils sont au solde de l'ONU, à l'époque l'ONUC plutôt, Organisation des Nations Unies au Congo. C'est aujourd'hui qui s'appelle la MONUC, ils ont une mission. Mais nous allons voir comment ils se sont organisés à 60, peut-être on va parler comment ils sont devenus mission. De l'organisation, ils sont devenus mission. Alors, Lumumba est mis en résidence surveillée. Alors, l'arrestation de Lumumba, messieurs, vous savez, un détail très important aussi. Très important. Pendant tous ces temps-là, à 60, Patrice Lumumba, sa femme était tombée enceinte. C'est un détail très... On n'en parle pas, on cache. Là, oui. C'est une révélation que vous faites. Une révélation, messieurs. C'est-à-dire que Patrice Lumumba, avant de mourir, avait laissé une femme enceinte. Mais, non. À 60, son épouse était enceinte. Qu'est-ce qui va se passer? Son épouse est consciente. Parce que Lumumba est en résidence surveillée. Donc, il y a un médecin de l'ONU, comme par hasard, qui vient. Son nom va me revenir, qui dit à Patrice Lumumba, non. Il faut que votre femme aille accoucher en Suisse. Oui, monsieur. Madame Veuve Lumumba pourrait pendant témoigner. Cette période de turbulence. Des turbulences. Oui. Lumumba accepte et il envoie sa femme. Aujourd'hui, Madame Veuve Lumumba, née Pauline Opango, en Suisse à Bâle. Et... Non, plutôt, la fille de Lumumba est née à Kinshasa, Léopoldville. Oui. Donc, il est tombé malade. Et comme par hasard, un médecin de l'ONU consulte la fille de Lumumba. Il dit à Lumumba que non, pour qu'il se soit soigné bien, il faut qu'il aille à Suisse à Bâle. Effectivement, Madame Lumumba et la fille de Lumumba sont partis à Bâle. L'enfant, qui s'appelait Christine d'ailleurs, n'est pas restée longtemps. Elle est morte à Bâle. Et on rapatit la dépouille mortelle de la fille de Lumumba. Et ici, je crois, Monsieur Justin Marie Bomboko, vous m'attendez? Monsieur Bolikango, vous m'attendez? Mario Cardozo, vous m'attendez? Etienne Tshisekedi, vous m'attendez? Parce que vous êtes des sénateurs, je m'adresse à vous, s'il vous plaît. Je ne mens pas. Sinon, intervenez. Qu'est-ce qui va se passer avec le bébé? Donc, la dépouille mortelle de la femme de Lumumba. Lumumba est en résidence surveillée avec la dépouille mortelle de sa fille. La femme de Lumumba ne veut plus entendre parler de la politique. Il demande à ce qu'on puisse organiser des funérailles pour sa fille. Lumumba écrit au président Kasavubu. Lumumba écrit au président Kasavubu et le président Kasavubu lui répond ceci. Vous n'êtes pas, donc disons à l'époque, vous n'êtes pas Kinois, donc vous n'êtes pas de Léopoldville. Léopoldville, ce n'est pas votre terre, c'est une terre qui appartient au Bas-Congo. Vous allez vous débrouiller avec la dépouille de votre fille. Ah, oui, monsieur. Lumumba a un problème de conscience traditionnel. Il n'en peut plus. Qui vient voir Lumumba? Et encore un détail très important. Antoine Roger Bolamba,
qui fut conseiller de communication de Lumumba, M. Cléophas Kamitatu et Bernardin Mungulu, connu sous... Non, à l'époque, c'est Bernardin Mungulu, connu Mungulu Diaka. Ce sont ces gens-là qui venaient voir Lumumba. Dans cette déstabilisation de Lumumba entre-temps, Antoine Kizenga avait déjà regagné Stanleyville. Kisangani aujourd'hui. Donc Lumumba est là, vraiment, excusez-nous, déstabilisé. La dépouille mortelle de la fille de Lumumba, qui commence même à pourrir. Qu'est-ce que Lumumba fait? Lumumba écrit, je l'ai peut-être dit en méthode repris, c'est très important. Oui. Lumumba écrit au président provincial de l'époque, à Lulabour, Mukenge, à disant qu'il est dans sa résidence surveillée. Il y a la dépouille mortelle de sa fille qui commence à pourrir. Lumumba demande maintenant à M. Daya de l'ONU pour que Mme Veuve Lumumba et son cousin Albert Onawelo aillent enterrer sa fille dans ce village au Mbonyama. Lumumba est dans sa résidence. Les matins, il va à l'aéroport d'Ndjili. Et là, Mme Veuve Lumumba, son cousin, M. Albert Onawelo, sont retenus. Et la dépouille mortelle de Lumumba voyageait tout seul de Lulabour. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où elle est enterrée. Je suis la seule personne qui est en train d'amener l'enquête. Maintenant, qu'est-ce que Lumumba va faire? Lumumba, maintenant, va se permettre. Mungulu Diaka, Kamitatu et Antoine Roger Bolamba, je les dénonce aujourd'hui comme étant des complices. Ils vont dire à Lumumba, mais vous ne pouvez pas rester ici, monsieur le Premier ministre. Antoine Kizenga est là-bas, à Kisangani, faites tout pour fuir, on va former un gouvernement. Lumumba ne pouvait faire autrement, il accepte. Mais quand Lumumba accepte, ce n'est pas dans le but vraiment de fuir, c'est dans le but de profiter pour faire le funérail de sa fille et revenir. Malgré ça, monsieur, vous allez découvrir quelque chose encore que je dénonce. Et je demande à tout le monde d'acheter un livre qui s'appelle « Les 50 derniers jours de Patrice Lumumba ». Le jour où, le 27 novembre 1960, c'est le jour où Lumumba a fui. Et ce jour-là, monsieur, Joseph Kasavubu, comme par hasard, revenait de New York parce qu'il y a eu un problème entre Lumumba et Kasavubu pour la représentation à l'ONU. Lumumba voulait de Thomas Kanza et Kasavubu voulait d'une autre personne. Bon, c'est Kasavubu qui a eu gain de cause. Ils étaient en train de faire la fête. Quand Lumumba fuit sa résidence. Qui conduit la voiture? Mungulu Diaka. Il est accompagné de Kamitatu et tant d'autres, ils prennent le chemin. Mais, monsieur, on ne peut pas nous tromper. Parce que 50 ans après l'assassinat de Lumumba, pratiquement, nous connaissons aujourd'hui la vérité. Et cette vérité, nous sommes en train de la dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Kasavubu est au courant, Mobutu est au courant, l'ONU est au courant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant. Ils font semblant de ne pas arrêter Lumumba. Donc ils trouvent là une aubaine pour que Lumumba les échappe. Pendant que ce temps-là, Lumumba continue, il ne sait rien du tout, mais je dis bien Cléophas Kamitatu, le papa d'Olivier Kamitatu. Qui est aujourd'hui au gouvernement. Malheureusement, il est mort, mais en titre posthume, il y aura des choses. J'en viens, monsieur. Voilà, même les enfants peuvent en payer plus. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on arrive à Bandundu. Et il sera intercepté. Nous sommes vendredi 1er décembre. Comme par hasard. Lumumba arrive là. Major Pongo, le papa de Pongolov, l'ONU lui donne l'hélicoptère pour pourchasser Lumumba. Monsieur, je ne pense pas que Patrice Emery Lumumba arrive déjà à Bandundu. S'il fallait fuir, mais il n'avait pas besoin de ça. Derrière, c'est encore Cléophas Kamitatu qui accompagne, et Mungulu Diaka qui accompagne toujours Lumumba. Et il y a eu même, excusez-moi, une panne de voiture. Entre-temps, Lumumba va le premier, il laisse Roland, son fils de 4 ans à l'époque, et Mme Veuve Lumumba. Il va se passer que quand Lumumba traverse, c'était un complot. Et c'est comme ça que Major Pongo arrive, il arrête Patrice Lumumba. De l'autre rive, Veuve Lumumba actuellement, Maman Pauline Opango, excuse-moi, bon, ok, je l'appelle maman, c'est comme ça. Donc Mme Veuve Lumumba est arrêtée avec Roland. Qu'est-ce qui va se passer, monsieur? Pongo, le Major Pongo, va prendre son revolver, la crosse. Jusqu'aujourd'hui, je demande aux experts de voir la tête de Roland Lumumba, ils vont trouver une bosse. Ils tapent sur Lumumba. C'est comme ça. Sur Roland, sur Roland. Roland Lumumba. C'est comme ça, monsieur. Je demande à tous les gens. D'accord. De garder peut-être une minute, une seconde. Non, mais il y a un intervenant, voilà. monsieur. Donc, ce qui va se passer, que là, il va se passer des choses. Si vous allez me donner le temps, je parlerai de l'arrestation de Lumumba. Donc, nous sommes le 1er décembre, vendredi, à 23h. Lumumba se livre pour son fils. C'est là qu'on arrête Lumumba. D'accord. Et les chauffeurs de Lumumba, ils foncent vers un barrage de militaires de l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU va trouver comme raison? Mais non, Patrice Emery Lumumba était entre notre main. Il nous a échappé. Nous ne pouvons plus le protéger. C'est comme ça. Lumumba est arrêté. Et le 2 décembre, Patrice Emery Lumumba et 7 députés sont transférés, messieurs, à la
prison dite de Tisseville. Je crois que j'ai ici avec moi une lettre manuscrite de Lumumba, écrite le 13 janvier, que je vais montrer aux spectateurs, parce que je ne raconte pas de salade. En attendant que vous trouviez cette lettre-là, justement, je vais demander à mes autres intervenants de réagir également à cette longue déclaration, à cette longue intervention de M. Kassende, qui connaît très bien l'histoire de Patrice Emery Lumumba. Mais avant toute chose, messieurs, il y a un téléspectateur, justement, qui nous écoute à partir de Newcastle. Il s'appelle Georges. Georges, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous écoutons, Georges. Votre question? Voilà. En fait, ma question est très simple. Allô, vous m'écoutez? Oui, nous écoutons, Georges. Voilà, donc ma question est très simple. Je voulais simplement essayer de poser une question aux membres du plateau. Oui. Sur les choix stratégiques de Lumumba. C'est-à-dire, est-ce que, quelque part, un peu, Lumumba n'a pas péché par manque d'expérience politique? Lorsque je parle de manque d'expérience politique, je dis, est-ce qu'il n'a peut-être pas été diplomatique, en prenant en compte la situation qui prévalait d'alors? Est-ce que les choix posés, parce que j'ai avec moi des lettres, des correspondances entre Nkrumah et Lumumba, Nkrumah qui lui disait de tempérer un peu son langage, d'être un peu plus prudent. Est-ce que les choix de Lumumba n'ont-ils pas peut-être permis qu'il soit quelque part un peu vilifié et également mal compris par l'Occident qui avait des intérêts et finalement mis à mort, hein? C'est une question de choix. Donc je me dis, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être jouer une sorte de politique de tortue ou de caméléon pour pouvoir s'en sortir et puis peut-être après finalement s'imposer? C'est en fait un choix politique. Merci Georges, merci. Donc ils vous ont écouté, mais je vais demander à Maître qui est sur le plateau, est-ce que vous avez entendu justement cette question simple de savoir si Patrice Lumumba, n'est-ce pas, c'est pas à cause de son propre langage qu'il est tombé donc dans le piège? Bon, je ne partage pas tout à fait cette opinion. Je crois que chacun de nous a effectivement son tempérament. Mais il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel tout ceci s'est passé. Parce que c'est bien beau de dire, bon, il n'avait pas une approche beaucoup plus diplomatique et que c'est par cela que il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Il faut savoir que nous sommes en 60. Nous sommes dans un contexte de libération et que ce n'est pas seulement au Congo qu'un tel discours, que des approches aussi, je dirais, presque radicales, se font. Aux États-Unis, les gens luttent pour l'égalité, pour la non-discrimination, avec des discours assez violents. En Afrique aussi. Et donc, c'est un comportement qu'il faut intégrer dans un contexte politique donné. Évidemment, la culture de lutte politique de Lumumba fait qu'il faut absolument que les gens retrouvent leur indépendance. Et comme il n'était pas possible, parce que lorsque le roi de Belge fait son discours, il faut écouter le discours du roi de Belge. Ce n'était pas vraiment possible de croire que tout ce que ce monsieur disait, paix à son âme, était vrai. Donc, je crois que on ne peut pas dire que c'était des erreurs politiques, même si effectivement on pouvait peut-être essayer d'aménager les approches pour que ça soit beaucoup plus centré. Mais ce sont des comportements, des attitudes, des discours qui ont été faits dans un contexte politique qui faisait qu'à ce moment-là, il fallait parler comme ça. Sinon, c'était le langage approprié de l'époque. De l'époque. Pour réagir à une oppression. Évidemment. Alors, Elie Smith, à attendre ce témoignage de monsieur l'expert de la pensée politique de Patrice Emery Lumumba, c'est ainsi monsieur que je peux vous appeler sur ce plateau. Bien sûr. Hein, vous avez apporté des témoignages, en tout cas, mais moi qui suis quand même l'histoire de votre pays, je ne connaissais pas ce détail de l'enfant de Patrice Lumumba qui était né pendant qu'il était en turbulence. Elie Smith, quelle est votre réaction comme ça quand vous entendez tout ça? Oui, c'est choquant en tant qu'Africain, quand vous suivez ces détails-là. Ça montre un peu que l'être humain est divers, ondoyant. Ce qui arrive à aux Congolais qui ont livré
ou participer à l'assassinat de M. Lumumba, c'est ce qui arrive partout au monde. Ce n'est pas seulement quelque chose, une spécificité congolaise, parce que j'ai toujours suivi les gens dire que oui, ils ne sont pas matures politiques, comme notre téléspectateur vient de dire. Non. Et comme mon voisin vient de dire, on était dans un contexte bien précis. C'était une guerre Est-Ouest. Et dans une guerre Est-Ouest, et puis dans ce combat, on dit quand les éléphants luttent, c'est les zèbres qui souffrent. Et dans cette bataille, les pays qui voulaient leur indépendance étaient des gens qui devaient souffrir. Donc c'est la guerre. Et je crois, l'erreur que les gens peuvent dire, est-ce que Lumumba avait fait une erreur de demander l'aide de l'URSS? Ce n'est pas une erreur. Tu peux utiliser tous les moyens si tu veux vivre. C'est ça. Et il n'est pas le seul. Même au Cameroun, les leaders camerounais du Cameroun francophone de l'UPC ont perdu leur vie uniquement parce qu'ils voudraient l'indépendance de la France, et on les accusait souvent d'être des communistes. Mais Lumumba, il était protestant, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Et un chrétien ne peut pas être communiste, donc, parce que c'est deux idéologies antipathiques. Donc, je crois que c'était un monsieur grand et à respecter. C'est ça la vie, et on ne peut pas faire autrement. Alors, monsieur Yomo, protestant que vous êtes, et théologien, n'est-ce pas? Et Patrice Lumumba, justement, avec ce témoignage, est-ce que ça vous a fait pas titiller là sur votre siège? Absolument. Oui. Je crois qu'en écoutant encore mon collègue et ami à côté, l'historique de sa vie politique, sa courte vie politique, me fait penser à cet adage qu'on dit que on a tué le poussin dans l'œuf. Le poussin n'a pas eu le temps de sortir de l'œuf, de s'éclore et grandir. Et il a été tout simplement été abattu comme ça. Et d'où il n'a pas eu, même pas, parce que deux fois on dit, mais on peut lui reprocher, on entend ici et là, et il n'avait pas vraiment une pensée politique cohérente, des choses comme ça, alors que, à l'image tout simplement de notre hymne national, debout congolais, dont Lumumba est un des pères qui ont soutenu cette pensée, ce destin qui apparaît dans ce rêve, qui apparaît dans le debout congolais, bâtir un pays plus beau qu'avant. Et quand on suit les différents discours de Lumumba, on voit qu'il y a toute une pensée politique, économique, sociale, un cheminement de construction d'un pays plus beau qu'avant qui est là et qui apparaît ici et là, même pas ici et là, mais de façon cohérente, et qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir exécuter son plan, sa politique. Et c'est vraiment dramatique quand on voit les courts moments, et la manière dont les choses se sont jalonnées, agencées, pour vraiment le paralyser avec les 4 points que Jean-Paul nous a énumérés. C'est vraiment... Effectivement, il est reconnu aujourd'hui que la Belgique ne voulait pas de l'indépendance du Congo parce que il y avait eu vraiment des chercheurs qui ont trouvé que les Belges voulaient que cette indépendance vous soit accordée 30 ans plus tard, à partir des 60. Et justement, c'est ça qui a créé la jalousie auprès de la Belgique, qui était votre pays colonisateur. Monsieur Jean-Paul Kassende, je vais revenir à vous, mais avant toute chose, j'aimerais rappeler justement aux téléspectateurs que vous pouvez toujours appeler à ce numéro où nous écrit justement à freeopinion.yahoo.fr justement pour participer directement à cette émission. Alors, monsieur Jean-Paul Kassende, avant d'aller justement à la deuxième partie de l'émission, je vais demander justement qu'on nous lance un élément pour que vous voyez justement les autres martyrs africains auxquels nous allons avoir à débattre au courant de cette année. Et il y en a tant d'autres, il y en a beaucoup qui ont exercé justement en Afrique, qui ont lutté pour la libération de l'Afrique. Il y en a beaucoup auxquels justement nous allons débattre pendant toute cette année et nous allons vraiment chercher à éventrer le bois pour ressusciter les morts, ressusciter justement les morts qui ont fait que l'Afrique soit ça qu'elle est. Monsieur. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle.
contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. Aucun individu en Guinée ne peut exercer une parcelle de l'autorité du pays, de la souveraineté nationale, sans avoir été élu par le peuple. À 17 ans, tout le monde est électeur. Aucune loi ne peut être votée par le Parlement guinéen sans avoir été soumise sous forme de projet à tous les villages et à tous les quartiers pour que le peuple le discute, en détermine d'abord la moralité en laissant au Parlement le soin de donner la forme régulière à la loi. Aucun peuple ne le fait. Nous sommes d'une démocratie avancée. Et ce n'est pas par orgueil quand je dis que notre système démocratique est en avance. Je voudrais que les plus sceptiques viennent en Guinée. Je suis le fruit de mes frères et de mes sœurs. Et les femmes de Guinée ont pris position pour cet homme. Unanimement. Et je ferai de telle sorte qu'elles n'aient jamais regretté leur mobilisation. C'est pourquoi dans notre ligne, dans notre programme, l'émancipation de la femme n'est pas prévue comme un acte de solidarité, mais comme une obligation. Il s'agit davantage de l'émancipation de l'homme qui brime et exploite la femme que celle de la femme. Voilà notre conception et nous la traduisons systématiquement dans toute la législation depuis que nous sommes indépendants. Et vous pouvez voir à l'université, à toutes les écoles, nous exigeons l'égalité de chance. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudrait bien mettre fin à cette guerre. Et il faudrait recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. C'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans. Mais dans un climat de paix sociale. C'est vous dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. Lingomba ya bana Zaïre, unité nationale réalisée totalia. Unité, Lingomba. Kimia, la paix au Zaïre, ça ne se discute pas. La stabilité au Zaïre. Olongweawa, Bandundu, Bazaïr, Équateur, Bozaïr, Kivu, Chaba, les deux Kassai, vous êtes chez vous, Ozaïna Mokirinayo, Moulou Bazali Système, Kombe Bazali Système, Mongwanda Zaïte, Mokonga Zalite, évidemment, ils allaient par étiquette, vous allez Lingomba, Lisanga, Boboto et Sikamoko. Ça, c'est la paix politique.
L'unité nationale, l'union des enfants, des filles, des fils de ce pays réalisée. Qui peut mettre ça en doute? Voilà, des retours donc pour continuer notre débat en regardant justement ces images de ces martyrs africains, de ces leaders africains qui sont déjà décédés justement, auxquels nous allons nous attarder pendant le long des différentes émissions que nous allons organiser à travers notre plateau. Messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu? Monsieur Smith. Ah oui, moi j'ai retenu quelque chose qui est important, c'est le cas de Monsieur Sékou Touré. Voyez-vous, on est en Occident et chaque jour, si vous lisez des journaux des Blancs, il faut que les choses soient très claires. Et vous voyez leur télé, quand ça concerne l'Afrique, ils parlent toujours d'un problème. On a un problème que les Africains, ils méprisent les femmes, ils font tout. Quand vous écoutez ce monsieur, c'est dans les années 60. Voilà. Ce qu'il dit, ça montre qu'il y a une contradiction et que c'est à nous, les Africains, d'essayer, comme le monsieur est en train de faire, que je le félicite très bien, d'écrire notre histoire et de la présenter de notre manière. Et moi, je vous félicite du fait que vous avez apporté quand on va débattre sur ce dossier, parce que ça montre que tant que nous, on n'est pas capable d'approprier notre histoire et de la écrire et de la faire disperser, que nos jeunesses sachent que nos leaders, ils ont eu tellement de difficultés. Il a parlé du cas de M. Emery Lumumba. Il y a d'abord, avant lui, il y a eu un livre que M. Sankara vient même de mentionner. Voilà. Walter Rodney, il a écrit un livre, How Europe Underdeveloped Africa. Vous devez savoir que les Blancs, les Européens ne veulent pas que ce continent se développe. Voilà. Ils ne veulent pas, parce que s'ils développent maintenant, ça va changer de l'ordre des choses. Donc il faudra qu'on essaie d'être fiers de nos leaders. Ils ont fait des erreurs comme nous tous. Même Mobutu, on peut tout dire. C'est un être humain. Il a fait des erreurs. Mais on peut quand même pas oublier que quand Mobutu était au Zaïre, qui est devenu la Democratic Republic du Congo, il y avait une stabilité, il y avait une unité nationale. Et comme M. Houphouët-Boigny dit, on peut le traiter de n'importe quoi. On peut dire qu'il a été traître, il a été pion des Occidentaux. Et à les entendre tous, ils parlent de la paix. De la paix, c'est important. De la paix. Et quand vous entendez M. Sankara, qui parle de la dette, la dette qui est une asphyxie justement pour les Africains. Oui, parce que quand vous êtes pauvre, monsieur, vous n'êtes personne dans ce monde. Moi, je connais ce que veut dire être pauvre. Parce que quand vous êtes pauvre, personne ne vous respecte. Et pour que nous, on soit toujours, comme la femme d'Obama dit, caste et veil, pour nous les mettre pauvres, c'est que il faut qu'on vous fasse, vous ne savez pas l'information de votre pays, de votre histoire, et on vous appauvrit. Donc, on vous donne ce que vous ne voulez pas, comme Sankara dit, vous vivrez au-dessus de vos moyens. Donc, c'est excellent. Il faudra qu'on se lève et apprendre notre histoire et défendre nos leaders. Bongo, Sassou, Mobutu, c'est les enfants africains. On prend les bons côtés de ce qu'ils ont fait, les mauvais côtés aussi, on accepte, c'est l'histoire. Voilà, et donc ce sera donc le devoir des mémoires, comme nous le faisons ce soir avec Patrice Emery Lumumba. Monsieur Yomo, vous avez eu un commentaire à faire par rapport à ces différentes images de tout à l'heure? Oui, bien sûr. Vous avez remarqué quand même qu'il n'y a pas que Patrice Lumumba, hein? Non, pas du tout. Voilà, votre heureusement, justement, on voit que dans la vie d'un pays ou de nos pays, il y a toujours ce rapport de force qui se présente. Il y a d'une part les forces qu'on peut peut-être qualifier de positives, il y a aussi des forces négatives, mais toutes ces forces sont constamment en opposition et en action. Et hier comme aujourd'hui, nous avons vu nos leaders confrontés à ces forces-là, à cette confrontation de forces. Et quand, à travers leur discours, et notamment le discours de Houphouët-Boigny, nous avons vu qu'il a énuméré les potentialités de son pays qui ne sont pas des potentialités, des ressources aussi énormes comme notre pays, le Congo. Oui. Mais la Côte d'Ivoire a traversé des moments, bien qu'à traverser des moments difficiles, fait encore à construire. Et à l'entendre parler, il revendique toujours la paix. Absolument. Toujours la paix. Voilà. Alors, maître Jean-Claude, maintenant, vous, quand vous voyez ces images, vous vous dites, voilà, il y a d'autres Lumumba partout. Hein. Oui, la réflexion que je fais par rapport à ces différents éléments est une réflexion purement juridique.
C'est-à-dire que nous sommes dans un système où la succession à un certain moment n'a pas pu être léguée. C'est-à-dire que c'est une succession politique en déshérence. Parce que nous avons une histoire. Nous avons des chefs qui ont eu à faire ce qu'ils pouvaient faire avec des erreurs qui étaient les leurs, mais qui finalement après sont décédés et il n'y a pas eu de relève. Partout il y avait la paix. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez la République démocratique du Congo, la Guinée dans la moindre mesure. Tous ces pays étaient des pays stables, pacifiés, malgré les difficultés, malgré les oppressions. Et puis après, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la confusion, c'est le cafouillage total. C'est-à-dire qu'il y a eu une succession que les nouvelles générations n'ont pas pu gérer, ou en tout cas à laquelle ils n'ont pas pu accepter de pouvoir être délégataires, je voulais dire. Donc je crois qu'il faut revoir l'histoire de l'Afrique, l'histoire politique de l'Afrique, pour que lorsque quelqu'un a fait son chemin, la vie, en fait, c'est un peu comme une course à relais. Lorsque vous courez et que vous êtes fatigué, vous passez le témoin. Malheureusement, à qui vous passez le témoin? Maintenant, qui ont eu ces témoins pour pouvoir continuer? Il y a eu des erreurs dans le passé. Ceux qui ont commis des erreurs dans le passé, on peut évidemment essayer d'expliquer, de justifier, de condamner, de comprendre. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Et ça, c'est un grand problème qui compte, tout à fait. Pour bien dire les choses. Parce que le temps de Houphouët-Boigny, en tout cas, c'est mieux que maintenant. Parce qu'il n'y a que la guerre. Et oui, le temps de Mobutu, c'est mieux que maintenant, quoi qu'on en dise. On peut ne pas être d'accord avec de Sékou Touré également. Moi, je vous dis que j'ai passé toute ma jeunesse en train de faire des pancartes contre Mobutu. Je me rends finalement compte que ceux qui sont venus après lui ne font pas mieux que lui. Exact. Donc je pense qu'il y a une réflexion profonde à mener par rapport à la situation de maintenant. Ceux qui ont succédé à ces messieurs, qu'est-ce qu'ils font de ces différents pays? C'est le bilan, quoi. Voilà. L'héritage. Et bien voilà, donc nous allons continuer cette émission, M. Jean-Paul Kassende. Au regard de ces images, vous avez découvert justement que il y a eu, après Patrice Lumumba, d'autres aussi qui défendaient l'Afrique et qui défendaient aussi la quiétude dans leurs pays respectifs. Quelle est votre analyse lorsque vous voyez Thomas Sankara, Sékou Touré, Houphouët-Boigny, ainsi que Mobutu comme ça? Mon analyse est simple. Je suis sur la pensée politique de Lumumba. Vous savez, tous ces gens que nous avons vus, Sankara n'a pas participé à la libération, à l'indépendance à l'époque de Haute-Volta. Il est venu après. Sékou Touré a dit non à De Gaulle. Il a assassiné, il a exécuté pas mal de gens, dont Diallo Telli. Mobutu est un grand témoin de l'histoire politique de la libération du Congo jusque même à sa mort. Houphouët-Boigny, on ne peut rien lui reprocher parce qu'il a donné l'eau à son peuple. Et à manger. À manger, la santé. On ne peut rien lui reprocher. Mais par contre, de tous ces gens-là, nous avons vu Sankara, nous avons vu Sékou Touré, nous avons vu Mobutu, nous avons vu Houphouët-Boigny. Et il y en a d'autres, hein? Oui, je sais, ça va suivre, mais je parle de ce qu'on a vu. Il y a un seul qui est un génie du mal, chez Joseph Désiré Mobutu. Pourquoi? Parce que cet homme qui a été témoin de l'histoire du Congo aurait pu tirer les leçons de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il ne l'a pas fait. Pendant 32 ans, il a régné sur un territoire, il n'a rien apporté. Si Mobutu aurait fait quelque chose, je vous dis sincèrement, comme disait Maître, les gens qui sont au pouvoir ne seraient pas au pouvoir. On le sait, mais monsieur, excusez-moi, non. Vous reconnaissez quand même que sous Mobutu, il y avait la paix dans votre pays? Je ne peux pas reconnaître que sous Mobutu, il y avait la paix. Est-ce qu'il y avait la guerre comme vous connaissez aujourd'hui? Non, excusez-moi.
Sous Mobutu. Non, mais répondons quand même. Oui, sous Mobutu. Oui, sous Mobutu. Mais est-ce que vous avez eu des guerres comme vous les avez aujourd'hui? Mais tout dépend maintenant de ce que vous appelez guerre. Mais ce que vous appelez guerre, moi je comprends qu'est-ce que vous voulez dire par guerre. Mais des menaces que vous avez aujourd'hui. Non, mais excusez-moi, je vais en venir. Mobutu, s'il aurait préparé une armée nationale, nous n'aurions même pas de Rwandais chez nous. Non, mais il a forgé quand même l'essence de l'unité nationale. Bon, c'est vrai, si vous voulez dire qu'il y avait moins de morts qu'aujourd'hui, oui. Non, mais mais il a forgé comme l'essence de l'unité nationale chez vous. Non, il n'y avait pas l'unité nationale. Mais les Congolais le reconnaissent. Non, mais écoutez, les Congolais le reconnaissent, c'est parce qu'ils n'ont connu que Mobutu. Mais bien entendu, parce que sous Mobutu, ils ont vu quand même en comparaison de ce que vous avez aujourd'hui, il y a une comparaison qu'ils font avec un bilan quand même. Ils se disent, sous Mobutu, il y avait quand même la sécurité, il y avait une forme de sécurité, disent-ils, et aussi il a forgé les gens de l'unité nationale quand même. Comparativement vous savez, ce que vous avez aujourd'hui. Il est tout à fait normal que sous Mobutu qu'il y ait la paix. Pourquoi? Parce qu'il régnait à maître absolu. Mobutu n'avait pas d'opposants. Excuse-moi l'expression. Aujourd'hui, il y a des opposants un peu partout. Si vous regardez ce qui se passe au Congo... Donc vous comprenez que la démocratie que vous avez installée était danger pour votre pays, étant donné qu'elle balkanise en même temps votre pays. Vous savez, ne maîtrisez pas la fameuse démocratie. Non, monsieur, il ne faut pas exterminer tous les hommes politiques pour régner à maître absolu, pour dire qu'il y a la paix. Nous, vous savez, la démocratie, c'est d'abord de quoi? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Congo? Non, mais la démocratie, c'est d'abord quoi? La démocratie, c'est d'abord l'unité nationale. Qui dit unité nationale, dit la défense du territoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Congo? Aujourd'hui, là. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Congo... Bon, alors maintenant, je vais vous dire ce qui se passe au Congo aujourd'hui. On parle d'une extermination de moins 6 millions de Congolais. D'accord, pour la première fois, c'est nous. Ce sont, excusez-moi, quand je dis nous, moi, Mobutu, ce n'est pas mon problème. Excusez-moi, j'ai le respect de lui, il fut mon président, pas de problème. Mais sous Mobutu, il n'y avait pas. Aujourd'hui, Mobutu a la chance. Pourquoi il a la chance? Vous partez à Kinshasa, vous allez voir que son parti politique règne, le MPR. Même son fils qui est ministre d'État, aujourd'hui, le vice-premier ministre, il a un parti politique qui porte le nom de son père, Union des démocrates et Mobutistes. Donc, nous avons donné quelque chose que Mobutu n'a pas pu nous donner. Non, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, vous allez voir Kengoa. Donc, au Sénat, les 8 premières autorités du Sénat sont des Mobutistes. Non, mais ça veut rien dire. Non, excusez-moi. Ça veut rien dire. Non, si aujourd'hui, ces gens qui sont au pouvoir... Vous qui comme vous dites. Non, mais nous, les Congolais, victimes du système de Mobutu et peut-être du système actuel, c'est ce que j'ai dit. Non, attention. Moi, quand vous avez récompensé les Mobutistes au pouvoir, donc. Non, on ne les a pas récompensés. Si à 60, excusez-moi, vous savez, nous parlons ici de Lumumba, nous parlons ici du Congo. Si à 60, il n'y a pas eu de complicité contre Lumumba, nous ne serons même pas arrivés là. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que sous Mobutu, il y avait eu le sang de... Mais il n'y a pas eu la guerre sous Mobutu, ça je reconnais qu'il n'y a pas eu les corps, il n'y a pas eu la mort. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a la guerre, pourquoi? Mais vous savez qu'il y a, tous les Congolais, nous faisons de... Et les Smith a fait des reportages. Oui, non, moi également, il est vrai qu'il y a l'instabilité politique, économique, sociale en République démocratique du Congo. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez reconnaître à Mobutu sous les 32 ans de pouvoir? Sous les 32 ans de Mobutu, Mobutu a été... Tout en te disant aussi Mobutu a été un homme qui avait compris que les Congolais, pour qu'il y ait la paix, les Congolais, il faut un seul homme. Il le disait. Donc Mobutu a réussi ce que nous appelons la paix parce qu'il a régné en maître absolu. Et c'était une mauvaise chose, ça? Vous savez... D'avoir régné en maître absolu et d'avoir... Le président Bongo a dit ceci. Oui. Excusez-moi. Le président Bongo a dit ceci. Pas des Bongo, hein? Non, excusez-moi. Le président Bongo a dit ceci lors des assises de RCA, que mieux vaut... En République centrafricaine. Centrafricaine, oui. Mieux vaut un mauvais gouvernement avec les enfants de son pays qu'un bon gouvernement dirigé par l'extérieur. Et donc, pour vous, sous Mobutu, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, c'est ce Mobutu, tout le monde le sait, M. René Mobutu. En référence, c'est que vous venez de dire. Oui, en référence, Mobutu a été l'homme qui ne défendait pas l'intérêt de l'Afrique. Mobutu a été l'homme qui a défendu l'intérêt des Occidentaux pendant la guerre froide. Il a fait que ça. La preuve en est qu'à sa mort, personne n'a été parce qu'on l'a dupé. Excuse-moi l'expression. Oui, moi rapidement, parce que nous avons un intervenant qui nous appelle de l'Allemagne. Hein? D'accord, moi je crois que souvent, il faut qu'on essaie d'aller au-delà de tout cela. On essaie de tirer dans tout ce que nos leaders ont fait des bonnes choses. Sékou Touré n'était pas ce que les gens disent. Ça, c'est un monsieur qui a lutté pour l'indépendance de son pays. On ne peut pas refuser. Et alors, comme vous dites que Mobutu était... ou Houphouët-Boigny, que vous paraît...
apprécié, moins mal, si vous voulez. Voilà. Donc, le problème est que dans tout ça, un produit fini de la France. Voilà, c'est ça. Donc, la paix est importante. Vous avez cité M. Oumar Bongo, ce qu'il a dit lors du dialogue inclusif en Centrafrique. La paix est très importante. Si Mobutu a fait la paix en RDC, c'était pour le bien des Congolais. La guerre n'est pas bonne. La guerre n'est pas bonne, justement. Alors, maître, je vais revenir à vous, maître. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Mais il y a un intervenant qui nous appelle d'Allemagne, il s'appelle Kessongo. Bonsoir, monsieur Kessongo. Bonsoir, monsieur. Je voulais juste donner mon opinion sur les débats. Nous vous écoutons. Bon, moi, je dirais il y a le monsieur qui est, je ne sais pas s'il est lumumbiste ou il est de la partie de Lumumba, il est fait Lumumba. Oui, il est donc responsable donc de la pensée politique de Lumumba. Il est spécialiste plutôt. Voilà. Donc, moi, je dirais ceci. Nous avons connu l'époque de Lumumba, les événements, l'époque de Mobutu, avec... il a dirigé bien que mal, bon, on accepte. Mais je trouve que nos dirigeants, ils continuent toujours à faire les mêmes erreurs. Les problèmes de l'Afrique, l'homme africain, il est irresponsable. Une fois au pouvoir, il cherche toujours à pouvoir gagner l'argent et c'est l'intérêt de l'argent. Il ne voit pas l'intérêt de son peuple. Et l'Occident utilise ces moyens pour pouvoir gouverner l'Afrique d'une main longue. Prenons l'exemple du pays des Grands Lacs avec l'Ouganda, le Rwanda et tout ça. C'est ce qui se passe au Kivu. Et Museveni et les autres, ils font les mêmes erreurs. Le Congo, la haine, il va rester et ça va continuer de génération en génération. Il faut que l'Africain comprenne que la valeur humaine est pour tout le monde, peu importe là où la personne vient. Il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir donner une vie meilleure à nos enfants. Mais l'homme africain, c'est comme si le pouvoir, c'est un moyen pour s'enrichir. Il voit que ça. Et c'est ce que l'Occident utilise pour contrôler l'Afrique. Et tant que l'Afrique restera comme ça, nous allons continuer à vivre tous ces mal. C'est juste ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Grégoire. Donc les intervenants vous ont suivi et nous pensons que tous ceux qui vous écoutent à travers cette émission, justement, ils ont retenu la leçon. Maître, je reviens à vous. Quelle est justement votre approche à cette question, monsieur? Oui, je voulais seulement faire un commentaire par rapport à ce que nous venons de dire à propos de ces différents chefs d'État. Vous savez, la démocratie, au fait, la démocratie, c'est un processus qui n'est pas... C'est un idéal vers lequel on tend, qui commence et qui doit s'améliorer chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir le faire. Donc il y a eu effectivement des erreurs. Il y a eu effectivement des brimades. Il y a eu des morts. Il y a eu des oppressions. Et donc, il nous revient à nous de corriger les erreurs qui ont été commises par les autres. Mobutu, effectivement, a commis énormément d'erreurs et personne ne peut aujourd'hui lever son petit doigt pour dire qu'il n'a jamais commis d'erreur, comme tout être humain. Le problème, c'est quoi? Parce que lorsque nous remplaçons Mobutu, nous disons, vous savez, à force de taper sur Mobutu, Mobutu mauvais, nous sommes tombés dans les abîmes. Lui, oui. Maintenant, le Congo est tombé dans les abîmes. Et au lieu de voir ce que Mobutu a fait de mal et corriger ça progressivement, jusqu'à ce que ceux qui nous succéderont apprécieront le travail que nous aurons à faire pour pouvoir l'améliorer, nous sommes 50 ans en arrière. Parce qu'honnêtement, faire une comparaison entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé il y a, je dirais, 20-30 ans, il n'y a pas de commune mesure. Ça, je crois, et personne ne peut aujourd'hui vouloir vivre cette époque que de vivre l'époque de Mobutu. Vous savez, il est toujours facile de dire, voilà, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait... Nous avons l'obligation de corriger les erreurs qui ont été commises par les aînés. D'accord. Il faut que nous puissions nous rendre compte que sans cela, si nous nous focalisons simplement à ce qu'ils ont eu à faire de mal,
en ajoutant le mal sur le mal. Parce qu'au fait, maintenant, au Congo, c'est quoi? Et on fait le pire. On fait le pire maintenant. Justement. Tous ceux qui criaient ici, et je veux m'arrêter là, qui criaient ici en Belgique, en France, voilà. Ceux les qui opposants sous Mobutu, quoi. Qu'est-ce qu'ils font de Ils mieux? sont tous au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font de mieux? De Kabila. Je suis désolé. Vous allez à Kinshasa. Oui. Vous n'allez même pas reconnaître. Kinshasa n'a pas le statut d'une ville et ce n'est pas un village. C'est pire, ce n'est ni une ville, ni un village. Voilà, donc nous sommes à l'intermédiaire entre une ville et un village, donc nous ne savons pas dans quelle planète ce pays est en train de vivre. Mais c'est Jean-Paul Kassende, nous acheminons vers la fin de cette émission, mais j'aimerais vous poser la question quand même. Fini le temps de Lumumba, fini le temps de Mobutu, aujourd'hui nous parlons de Joseph Kabila au pouvoir. Quelle est votre analyse de ce nouveau pouvoir actuel? Un peu de mots, parce que un peu de mots, je vais revenir. Pensez-vous que le Congo a été libéré de la dictature? Le Congo, avec Laurent Désiré Kabila, qui est aujourd'hui lui aussi considéré héros national. Moi, je pensais que le monsieur était concerné sur Lumumba. Je n'avais même pas fini à démontrer tout à l'heure. Nous sommes revenus maintenant sur Mobutu. Si vous me donnez, je vais d'abord revenir sur Lumumba. Non, il ne faut pas... D'accord, merci beaucoup. Donc, je disais qu'aujourd'hui, je vais d'abord commencer par ceci, de dénoncer l'impunité. Au Congo aujourd'hui, qui est en République démocratique du Congo. Sous Kabila Joseph. L'impunité dit ceci. J'ai attendu tout à l'heure parce que on n'a pas parlé de Lumumba, on a parlé un peu, mais on a parlé la question. Non, excusez-moi, parce que jusque maintenant, on n'a pas parlé de son assassinat. Juste l'arrestation, mais c'est pas grave. Non, c'est vous-même qui en avez exposé. Non, je n'en fais pas les tendances. Il fallait parler de quelle manière? Non, c'est pas grave. Maintenant, je parle sur Mobutu. Non, maintenant, je parle sur Mobutu parce qu'il faut respecter quand même l'émission. Voilà, nous sommes à la fin d'ailleurs de l'émission. À l'époque de Mobutu, je voudrais savoir si Mobutu régnait avec qui? Non, à l'époque de Kabila. Non, alors maintenant, à l'époque de Kabila, pour la première fois, en République démocratique du Congo, après 1960, comme a dit M. Ndiakani, nous devons être les Lumumba, les Mobutu, les Kabila qui ont tiré les leçons de l'histoire. Il est vrai qu'on peut tout dire de notre pays, mais Tchombe ne vit pas, Mobutu ne vit pas. Il faut répondre aux questions maintenant, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Est-ce que vous pensez que le Congo de Lumumba, le Congo de Kasavubu, le Congo de Kila Mobutu, ce Congo-là est libéré? Ce Congo-là n'est pas libéré parce qu'aujourd'hui, nous vivons la même époque que dans les années 1960 avec des antagonismes. Excusez-moi, je vais venir. Qu'est-ce que vous voulez que nous allions? Quand vous avez par exemple, excusez-moi, le fils Mobutu qui réclame des funérailles officielles à son père, qui accepterait que Mobutu ait droit à des funérailles officielles? C'est normal, non, je n'ai pas fini. Vous avez parlé longuement de la fille de Lumumba. Non, excusez-moi, j'aurais terminé. Mais aujourd'hui, avec le mélange de tous les politiciens, même sans expérience, comment voulez-vous que notre pays aille mieux? D'accord, parce qu'on trouve toutes les tendances, même les enfants des assassins, même les enfants des victimes des assassins, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions, monsieur? Donc c'est vrai que nous avons un grand chemin à faire, mais personnellement, je vais conclure ceci. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Monsieur, il faut résumer parce qu'on a. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, messieurs, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, il faut mettre les hommes qu'il faut dans la place qu'il faut. Merci beaucoup. Monsieur Yomo. Oui, moi, je prendrais l'image d'un bâtiment, d'une maison à construire. Un pays, c'est comme une maison. Et pour construire une maison, il faut poser des fondements. Et on peut encore se demander si vraiment la maison au Congo, il y a eu des fondements solides qui ont été posés. Et quelles que soient les ambitions de ceux qui sont venus après les pères bâtisseurs, qui ont acquis notre indépendance, et qui pouvaient être cette première période qui peuvent être considérées comme la période de fondement, pour poser les fondements du Congo. Et l'ambition de ceux qui viennent après, dans le sens soit de reconstruire ce bâtiment, il faut, en tout cas ce que j'aimerais, qu'ils aient cette vision que nous donne l'hymne national
de notre pays, qui est le Debout congolais, qui nous décrit déjà une vision, un destin pour ce pays. Un destin pour ce pays. Voilà. Merci, monsieur. Alors, Elie Smith, Oui. nous allons vers la fin de l'émission. D'accord. Alors, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que il faut que l'Afrique, c'est un continent jeune. La construction de l'État est en cours. Donc, il ne faut pas qu'on passe, on habite dans les pays occidentaux, on rêve que l'Afrique, c'est les pays jeunes, ça va changer et ça va progresser et qu'on se dépassionne. On sache faire les compromis et sache faire des concessions, comme on dit, et puis que le dialogue continue. Maître Jean-Claude, Oui, mot de la merci. fin, soyez succinct, parce qu'on est à la fin. Oui, vous savez, vous parlez de... Nous avons parlé de Lumumba, nous avons parlé de différents chefs d'État africains. Nous pensons moi je pense qu'il faut maintenant faire mieux que tous ces mondes-là. Et nous avons la possibilité de faire mieux. Si nous voulons, si nous aimons nos pays, si nous aimons l'Afrique, nous pouvons faire mieux. Et nous avons d'ailleurs l'obligation de faire mieux. Parce que on va juger aussi ce que nous avons fait par rapport à l'histoire et par rapport à ceux qui nous ont légué ces différents pays. Merci. Ainsi donc se termine cette émission, messieurs. Je vous remercie d'être passés pour débattre de ce sujet très délicat qui est en rapport avec les martyrs africains, dont M. Patrice Emery Lumumba. Je rappelle donc aux téléspectateurs que justement nous allons, au courant de cette année, comme je l'ai annoncé au début, que nous allons parler chaque moment de ces martyrs africains que l'on appelle donc nos leaders de l'ancien temps. Et la mémoire donc a besoin donc de se rappeler de ces hommes qui ont géré l'Afrique à cette époque. Donc vous pouvez toujours continuer à nous écrire à notre mail freeopinion@yahoo.fr ou continuer justement à nous téléphoner pendant cette émission, ainsi que de sorte que nous puissions vous apporter des réponses. Mais quiconque voudrait participer justement à l'émission de Free Opinion, à vous de nous écrire ou de nous téléphoner, et nous vous invitons pour participer de manière très active que de rester chez vous à écouter seulement. Vous pouvez nous écrire et participer à l'émission. Ainsi donc se termine cette émission. On vous remercie encore une fois et à la prochaine, c'est-à-dire le vendredi prochain à la même heure sur 3 Télé Sud. Merci. Mais vous ne pas montrer les photos.